Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition du Fiorina Talk. Vous savez, l'actualité de l'école du futur. J'essaye de rencontrer tous ceux qui font l'école du futur ou de réfléchir à cette école du futur avec toutes ces possibilités absolument géniales qui sont en train de se passer en ce moment dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Freund. Vous êtes le co-créateur de PowerZ. Une première question, est-ce que c'est un jeu ou une solution éducative? J'en sais rien. C'est une très bonne question. Et on préfère ne pas le définir. C'est un jeu éducatif, mais c'est entre le jeu éducatif, le monde éducatif. C'est un endroit là où les enfants vont pouvoir jouer, pour les enfants qui va être vu donc comme un jeu, et pour les parents comme une solution éducative. D'accord. Pour les enfants, on précise la tranche d'âge, c'est 6-12 ans, c'est ça? Plutôt du 6-12 ans, mais à terme, le but, c'est que ça soit une sorte de monde là où on peut apprendre autant les bases de l'addition que la physique quantique. D'accord. Alors si on vous l'a dit, les appréciations sont un petit peu différentes selon qu'on soit enfant ou parent. Un enfant, qu'est-ce qu'il va retrouver dans ce jeu et qu'est-ce qu'il va apprendre en tant que tel? Alors, un enfant, il va retrouver un vrai jeu. C'est-à-dire, c'était le premier concept de base. Ça doit être un jeu là où quand on les appelle à table, ils viennent pas. Comme il y en a une ribambelle, comme plein de dessins animés. Mais vraiment ça, c'est-à-dire qu'on ne doit pas le leurrer, on doit pas on doit lui dire ce que tu vas devant toi, c'est pas un cahier de vacances déguisé, c'est un jeu. Au même titre que les différents jeux que tu vas avoir. Et on espère que tu vas préférer celui-là aux autres. Donc, ce qu'il va retrouver, c'est une sorte de monde onirique avec un petit dragon qui l'accompagne, qui est son animal de compagnie, une sorte de deal avec plein de secrets, des cascades, des donjons, des caves, plein de choses comme ça, des champignons géants, un village au centre avec plein de gens qui vont lui demander plein de choses parce qu'il faut les aider à un milliard de trucs, que ça passe par couper du bois, à construire des maisons, à faire des potions d'alchimie. Et comment c'est organisé? Chaque jour, il y a une nouvelle étape ou il y a différentes étapes à l'infini? En fait, un petit peu comme tous les jeux qu'on connaît, hein, comme Pokémon, comme Animal Crossing, comme Zelda, il y a une longue histoire, donc une très longue histoire qui est l'enfant qui vient dans ce monde pour acquérir la connaissance et pour découvrir les secrets de Babylone. Et ce périple, ce très long périple, va l'emmener en fait à la découverte de plein de gens et d'un monde qui est vivant. Et qu'est-ce que ça veut dire un monde vivant? Ça veut dire qu'on peut aussi simplement se promener dans le monde ou parler ou faire des quêtes annexes, qu'on appelle oui, des quêtes annexes, tout en apprenant des choses, sans pour autant faire évoluer l'histoire. On peut s'imaginer une sorte on arrive dans le monde d'Harry Potter. Alors évidemment, il y a le combat avec Voldemort et toutes ces choses-là et qui sont très, mais on a aussi envie simplement d'aller en cours et puis d'étudier les fleurs qui sont un petit peu particulières ou d'aller se balader dans la forêt des araignées. D'accord. Alors, on a vu là, du côté enfant, du côté parent, qu'est-ce qui pourrait rassurer les parents? Alors, je ne sais pas si on dit qui souscrivent ou qui achètent ou qui louent le jeu. Alors on y reviendra, c'est un jeu gratuit, donc il n'y a ni à souscrire, ni à acheter, ni à louer le jeu. Donc c'est une bonne chose. Ce qui peut rassurer les parents, c'est que on va remplacer le temps d'écran, cette sorte de tétine géante dont on culpabilise chaque fois qu'on met les enfants devant. Leur dire cette fois, vous allez pouvoir mettre vos enfants devant quelque chose et vous allez voir, c'est utile. Vous allez voir, c'est utile comme on le montre. Bah, d'abord, c'est un jeu qui parle comme les livres. C'est-à-dire qu'on a des mots de vocabulaire qui sont complexes. Et l'enfant va apprendre certains mots qu'il va pouvoir d'ailleurs restituer ensuite dans le langage. Donc c'est toujours très intéressant quand ma fille, après avoir joué au jeu, me dit que la tortue est ovipare, par exemple. Ensuite, on va pouvoir apprendre des langues dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui apprennent à parler allemand, apprennent à parler russe, apprennent à parler italien. Donc l'enfant va apprendre de nouvelles langues, va apprendre de nouveaux mots dans ces langues-là. Il va évidemment faire pendant des heures et des heures parfois du calcul mental et s'entraîner aux additions, aux multiplications, aux soustractions, tout ça en fonction de son niveau. Et donc le parent qui tout d'un coup jette un œil alors qu'il est en train de travailler sur son ordinateur ou de faire autre chose, qui jette un œil dans la salle de la télévision et qui voit l'enfant devant l'écran, il voit l'enfant qui est en train de dire alors 3 plus 5, 3 plus 5, vite, combien ça fait? Alors évidemment, s'il a 12 ans, il ne va pas te faire 3 plus 5, il va faire 23 fois 18 par exemple. Et avec la même excitation que s'il est en train de jouer à Fortnite en disant il faut absolument tuer le mec qui est en face. La même excitation, sauf que tout d'un coup, on a l'impression que c'est utile. Il va apprendre les états de la matière, il va apprendre plein de choses comme ça. Et les parents doivent jouer ou participer avec leur enfant ou c'est vraiment, Pas du ils tout. doivent rester en dehors? Ils peuvent rester en dehors, ils ont une application s'ils ont envie sur leur smartphone pour voir ce que l'enfant fait.
ils peuvent participer. Il y a certains endroits là où les parents, s'ils ont envie, peuvent participer. Mais avant tout, c'est un moyen d'occuper les enfants utilement. C'est-à-dire que quand le parent n'est pas disponible, justement pouvoir les occuper, comme tous ces enfants qui restent longtemps devant l'ordinateur avec une occupation qui est, pour le coup, beaucoup moins utile. Alors, vous avez cité d'autres jeux. En quoi le vôtre est un peu disruptif ou comment il se positionne dans cet univers des jeux vidéo? Justement, il n'est pas disruptif. Je dirais que c'est le point central. C'est-à-dire que tous les jeux éducatifs sont disruptifs par la base puisqu'ils sont beaucoup plus barbants que les jeux classiques. C'est-à-dire que si on dit à un enfant, tiens, tu vas faire un jeu éducatif et tu vas faire des multiplications, il voit tout de suite qu'il va y avoir une voiture qui va faire, là où il va faire 3 fois 5, 20 fois pour faire avancer la voiture. C'est pas un vrai jeu. C'est pas parce qu'on a mis 3 étoiles et une petite musique derrière que ça devient un vrai jeu. Là, le but, c'est de faire un jeu non disruptif, c'est-à-dire un jeu classique, commun, identique à les 40, 50, 100, 100 000 jeux qui existent déjà et qui font que quand on les appelle à table, les enfants ne viennent pas. Donc c'est un jeu, alors après c'est tout le jargon du jeu vidéo, c'est un jeu open world, c'est une sorte de role-playing game, c'est une sorte de monde ouvert, il y a plein de choses qu'on va pouvoir dire, mais avant tout c'est un jeu. Et c'est vu par l'enfant comme étant un vrai jeu. Et comment vous est venue cette idée? En fait, l'idée est venue assez facilement, c'est avec le premier confinement. Il y a 3 points qui sont venus. Alors là, ça, on rentre un peu dans la jeunesse du projet, mais il y a 3 choses qui sont venues un peu en même temps. La première, la plus simple, c'est que, comme tout parent, il fallait occuper ses enfants pendant le premier confinement. Et les professeurs qui étaient un peu débordés, dont certains qui étaient quand même très bons, arrivaient à donner des devoirs à la maison et à faire, et à, je dirais, à animer les cours avec les enfants, mais ça prenait quand même 1 heure ou 2 heures par jour, et il fallait faire tout le reste de la journée. Et pour être un peu tranquille et pour trouver des raccourcis, j'ai cherché dans toutes les apps pour proposer des trucs pour apprendre les maths, pour apprendre les machins, etc. Et là-dessus, j'en ai trouvé 100 000, mais à chaque fois, c'était une sorte de cahier de vacances amélioré pour l'enfant. Et à chaque fois, ça l'amusait un petit peu, mais pas plus que ça. Et puis à la fin de la journée, évidemment, il fallait regarder soit La Reine des Neiges, soit jouer à Zelda, soit faire un truc. Et là, pour le coup, il n'y avait pas moyen de les en sortir. Encore une fois, c'était mon exemple, quand on appelait à table, il fallait appeler 8 fois, et c'est pas uniquement parce que je faisais du chou de Bruxelles. Donc, il y avait un vrai truc là où je me suis posé la question, pourquoi on ne peut pas faire un jeu qui les attire autant? Il y en a plein, hein, c'est pas comme s'il y en avait un unique. Pourquoi, dans tous ces jeux qui sont présents, pourquoi ils ne pourraient pas apprendre, je ne sais pas moi, de l'astronomie, de l'histoire, pourquoi on ne pourrait pas faire un jeu où on apprend quelque chose, un vrai jeu utile? Et ce concept de jeu utile, pourquoi il n'existe pas? Bon, je viens du monde de la tech. De la même façon, j'ai commencé à me poser la question, comment c'est possible qu'il y ait une telle différence de niveau de réalisation? Alors, d'entre les jeux éducatifs, ce qu'on appelait les jeux éducatifs, ou la gamification de l'éducation, c'est-à-dire là où on prenait un contenu pédagogiquement en général très intéressant, mais ludiquement incroyablement plat et avec des moyens techniques assez faibles. Pourquoi de l'autre côté, on avait les jeux vidéo qui avaient des moyens techniques et des millions d'argent et des temps de développement qui en faisaient des trucs incroyables? Pourquoi on ne pouvait pas mettre ces moyens-là dans quelque chose d'utile et dans quelque chose d'éducatif? Donc c'était la deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rapporter de la tech dans cette éducation? De la vraie tech, c'est-à-dire avec des moyens financiers, avec tout ce qui va derrière. Et normalement, un jeu, ça prend maintenant, les jeux d'aujourd'hui, ils prennent 3 ans, 4 ans, 5 ans à développer parfois, avec des équipes de 100 personnes, et on a des chiffres qui font tourner la tête de tous les investisseurs dans tous les sens pour dire, regardez comme c'est génial, et le nombre de millions de personnes qui y jouent. Et on n'a rien d'équivalent dans l'éducation, d'une certaine façon. On n'a rien d'équivalent et je ne comprenais pas pourquoi. Donc c'était une idée de se dire pourquoi on n'aurait pas quelque chose de similaire. Et après, le deuxième point, qui est d'ailleurs une des raisons du modèle de ce jeu-là, c'est que je trouve, et je partage ce constat avec beaucoup, beaucoup de gens, je crois, qu'il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de sociétés qui sont vraiment séparées. Une société, entre guillemets, aisée, qui est capable de sortir ses enfants de l'école publique, d'ailleurs, de les mettre dans des classes Montessori, de leur faire du poney sur glace après l'école et de leur donner 4 nounous pour éviter les écrans qui sont incroyablement nocifs. Et une société qui est beaucoup moins aisée et qui n'a pas la chance de pouvoir occuper ses enfants toute la journée. Et à la place que les enfants traînent dans la rue, ils traînent devant la console, maintenant, beaucoup. Et je stéréotype un peu, mais il y a beaucoup de ça. Et ils restent 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, même parfois devant l'écran. On a des cas comme ça. Et donc, c'est encore plus fort si on regarde la Silicon Valley. La Silicon Valley, avec toutes ces nouvelles théories de dire que l'écran est mauvais, ils ont effectivement 4 nounous par enfant. C'est facile d'éviter l'écran.
mais ce qui donne aussi une sorte d'éducation à deux vitesses, une éducation extrêmement forte, plus efficace, avec des gens qui jamais de leur vie ne voteraient Trump, par exemple, et une deuxième population qui a plus de mal, qui vit dans des conditions plus précaires. Donc cet écran qui est omniprésent, quelque part, qui est finalement un outil de non-mixité, d'une certaine façon, est-ce qu'on ne pourrait pas le rendre mix? Est-ce qu'on ne pourrait pas le rendre utile? Déjà faire en sorte que les populations aisées et non aisées se retrouvent sur un même endroit dans des jeux, ce qui existe déjà, ce qui est déjà le cas avec des Fortnite, avec des jeux multijoueurs, là où cette fois, la mixité de la population, elle est complète. Il n'y a plus les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. Tout le monde joue ensemble. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça dans un truc éducatif, là où tout le monde apprendrait ensemble? Et ce temps incroyable, hein, parce que incroyable, 8 heures par jour devant un écran, donc ce temps incroyable, si jamais on le rendait utile, est-ce que ça ne serait pas une sorte un essor social complètement incroyable pour justement des populations qui en ont encore plus besoin? Donc c'était un peu l'idée, se dire, si on pouvait rendre l'écran utile, eh bien, on aurait une arme incroyable pour faire en sorte que la population, le monde devienne un peu plus lissé et il y a un peu plus de chance pour tout le monde. Donc c'est là où vous vous êtes lancé par rapport aux autres jeux que vous évoquiez. Ça s'est fait très vite. Est-ce que c'est possible d'avoir quelques chiffres en termes d'investissement, de nombre d'inscrits et puis, comme vous l'avez évoqué en début de séance, le business model? Alors, effectivement, on peut avoir plein de chiffres. On aime bien les chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais on peut en donner des chiffres dans tous les sens. Donc, on a un peu plus de 4 millions investis depuis 9 mois. On a une équipe d'une trentaine de personnes. Il y a maintenant à peu près 50 personnes qui travaillent sur le projet, un peu plus de 50 personnes, donc des pédagogues, des professionnels du jeu vidéo, des graphistes incroyables. On a plus de 20 000 utilisateurs aujourd'hui, après avoir lancé le jeu depuis 3 mois à peine. Donc, la première version du jeu est sortie il y a 3 mois, donc après 7 mois de développement. Donc, c'est très court aussi. Pardon, même pas. Non, non, pas du tout en fait. Il s'est sorti il y a 3 mois après 5 mois de développement. C'est ça. Donc, au bout de 5 mois de développement, on a fait la première version. On a 20 000 personnes dessus. On a une moyenne de 3 heures et demie d'utilisation par mois. On a 10% de nos utilisateurs qui jouent plus de 7 heures, ce qui est une mauvaise chose. Mais voilà. On a, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a un business model. Et j'aime pas ce terme business model, hein. Je trouve que c'est très justement en contraste avec ce qu'on veut faire dans l'éducation. Mais l'idée, c'est que le jeu doit être gratuit. Le jeu doit être gratuit parce que, enfin, plutôt libre d'accès. Gratuit, il n'est pas gratuit puisqu'il y a évidemment, encore une fois, 4 millions qui ont été dépensés pour le construire. Mais l'idée, c'est de se dire, on n'est pas capable de mettre un prix à l'éducation. Peut-être qu'on pourrait inventer une autre forme de commercialisation, là où c'est le client, c'est l'utilisateur qui décide combien il met, en fonction de ce qu'il veut, de ses besoins, de comment il s'est levé le matin, de quoi que ce soit. Donc on a une façon de payer le jeu qui est ce qu'on appelle pay as you like en anglais, ou payer ce que vous voulez. Donc les gens décident combien ils mettent sur le jeu, entre 0 et 10 euros par mois, et en fonction de s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas, ou si c'est utile ou de leurs moyens. Et ça marche pour l'instant? Et bien, de façon complètement incroyable, ça marche. Ça marche pas mal. Alors maintenant, il faudra voir sur le long terme, on est encore tout jeune, hein. Ça marche, c'est-à-dire qu'on a plus de 10% des gens qui payent et qui donnent 3 euros par mois en moyenne, ce qui est énorme, en fait. Donc évidemment, il faudra voir à beaucoup plus de gens et si ça continue à marcher. Mais pour l'instant, les chiffres sont très encourageants. Ils sont très encourageants, ce qui fait qu'on a décidé de continuer de mettre beaucoup plus de gens encore sur le projet et de dépenser encore plus d'argent pour le faire grandir. Là, on va le sortir sur tablette d'ici l'été. On va augmenter. Aujourd'hui, on a à peu près 2 heures de jeu quand on commence d'un bout à l'autre. On va passer à 20 heures de jeu avant l'été et on va rajouter cet été l'anglais et vérifier si on est prêt à lancer dans les autres pays à partir de septembre. Vous avez dit le montant d'investissement, donc 4 millions. C'est sur vos fonds propres que vous avez financé ou vous avez derrière des financeurs ou des gens qui ont été intéressés au projet et son approche originale? Alors, j'ai pas la chance encore aujourd'hui d'avoir 4 millions, donc j'ai pas pu financer ça sur mes fonds propres. Non, mais très rapidement, en fait, l'idée a séduit beaucoup de gens. Quand la première chose que j'ai fait, et c'est une des choses qu'on savait faire à l'époque, c'est une fois qu'on avait cette idée de projet, aller voir des gens qui ont un peu d'argent et essayer de les intéresser au projet
tout en validant un peu l'idée parce que c'était des experts dans leurs différents domaines. Par exemple, on est allé voir Hachette, et Hachette a participé et a investi un peu d'argent dans ce projet. On est allé voir Bayard qui nous a soutenus de la même façon. On est allé voir des fonds d'investissement qui nous ont soutenus, des grands entrepreneurs assez connus comme Pierre Cosco-Morisset, comme Octave Klaba, comme Michael Benabou et Eric Maris. On est allé voir des patrons de jeux vidéo, de studios de jeux vidéo aussi. Avec cette question qui était quand même omniprésente au départ, puisqu'on ne vient pas de l'éducation et on ne vient pas du monde du jeu vidéo, donc on n'y connaissait pas grand-chose, on n'y connaît toujours pas grand-chose d'ailleurs. C'est Qui peut-être sur était ça que ça marche. Peut-être, c'est pour ça que ça marche, peut-être, effectivement. Mais il y avait cette question de pourquoi ça n'existe pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas? Est-ce que aller voir les professionnels de l'éducation et de leur dire, vous avez une idée de pourquoi il n'y a pas de jeu éducatif? Parce qu'il y en a plein des jeux, mais un vrai jeu avec des moyens là où les enfants restent, pourquoi il n'y en a pas? Et de la même façon, on est allé voir des professionnels du jeu vidéo en leur demandant est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, quand c'est ludique, ça ne peut pas être éducatif? C'est-à-dire qu'un jeu éducatif ne peut pas concurrencer tous les jeux qu'on voit actuellement. Et personne n'avait de réponse. Et effectivement, la réponse, c'est que non, il n'y a pas de raison. Mais non seulement personne n'avait de réponse, mais en plus, tous ces gens-là ont voulu et ont souhaité participer au financement du projet avec plaisir. Et c'est plein de belles valeurs et c'est plein de beaux sentiments. Donc c'est pas mal. Il n'y a pas une attente de retour sur investissement, vu que le jeu est gratuit, il ne risque pas d'y en avoir beaucoup pour l'instant. Donc tout ça fait qu'il y a vraiment une volonté de ces gens-là et des équipes de faire quelque chose d'utile, ce qui était important pour nous. Est-ce que vous l'avez présenté à l'Éducation nationale? Alors, non et oui. Non, on ne l'a pas présenté officiellement à l'Éducation nationale. On a parlé au cabinet de Blanquer pour annoncer qu'on faisait ce projet, que c'était intéressant, et voilà. Mais on n'est pas allé plus loin. On ne demande pas spécialement d'aide de l'Éducation nationale. De toute façon, c'est pas son boulot, de toute façon, à l'Éducation nationale, de pousser une solution avant qu'elle soit acceptée et clairement utilisée par tout le monde, je pense. On a vraiment comme but pour l'instant, de le pousser chez les parents. Donc l'éducation nationale n'a pas. Enfin, on s'est dit que c'était bien qu'ils soient au courant, mais on n'avait pas nécessairement besoin de leur demander leur aide tout de suite. D'accord. Et vous l'avez fait tester également par les professeurs des écoles ou pas? Ah, ça, évidemment. On l'a fait tester dans des écoles, on l'a fait tester par des professeurs, on l'a fait tester par des pédagogues, on l'a fait tester par des enseignants, par des chercheurs en neurosciences, enfin en plein de choses. Euh, Le plus, on l'a surtout fait tester, et c'était le plus intéressant, par des enfants, en fait. Et le résultat était assez intéressant. Et d'ailleurs, ça a un peu modifié notre vision du projet. Au départ, on était plein d'idées préconçues, même sans rien connaître, sur comment fallait faire et comment, en fait, l'approche par le jeu permettait quelque chose de complètement différent des approches classiques, d'abord par l'enseignement et ensuite de rajouter un peu de jeu autour. Et quand on a fait les premières étapes du jeu et qu'on a fait tester aux enfants, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Donc on a fait tester un produit non terminé aux enfants et les enfants ont complètement adhéré au projet. Mais comme ce n'était pas terminé, ils ont commencé à essayer d'imaginer ce qui allait se passer ensuite. Et ils ont transformé l'imaginaire qu'on leur poussait en une sorte d'imagination très fertile sur ah tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire un bateau avec une coque en verre qui permettrait de voir les poissons, ça permettrait d'étudier les poissons, et comme ça on pourrait noter, écrire sur. Enfin, plein de choses complètement folles. Et on s'est dit que c'était une très très bonne idée et que peut-être, en plus de nos boards pédagogiques, de nos réunions de savants, on pouvait faire une sorte de board d'enfants qui était aussi en charge du futur du jeu et de décider comment on allait apprendre aux autres et qu'est-ce qu'on allait développer ensuite et qui valide chaque étape. Donc on a créé une association qui s'appelle le Cercle de la Chimère et en fait très rapidement on a énormément de candidatures d'enfants. On a pratiquement 1000 candidatures aujourd'hui d'enfants qui veulent participer au développement du jeu. D'enfants de 8 ans, de 7-8 ans qui veulent participer au développement du jeu avec plein d'idées. D'accord, donc il y a encore plein de potentiel de développement. Vous l'avez aussi mentionné en disant il y a peut-être le développement international. Est-ce que vous avez l'intention de développer d'autres modèles pour aller dans les stades supérieurs de l'éducation, sur le collège, le lycée, voire même l'enseignement supérieur ou l'executive education? Oui, mais en fait, j'aime bien me concentrer sur un projet. Faire un projet comme ça prend en réalité entre 5 et 10 ans. Si on veut faire un jeu complet, éducatif, avec plein de domaines dans tous les sens,
Comme je le disais, c'est un truc qui prend beaucoup, beaucoup de temps et ça prend pas 7 mois ou 6 mois. Et l'idée là, c'est de livrer le jeu un peu comme une série télévisée par chapitre. Donc là, on a fait un premier chapitre avec des premiers enseignements le 15 février. On en a fait un deuxième en avril. On va en faire un deuxième en mai. On va faire un troisième en mai. On va faire un quatrième en juin. Et puis rapidement, on va avoir quelque chose toutes les 2 semaines, je dirais. Et donc l'idée, c'est de se dire, c'est un jeu qui va continuer à grandir pendant les 6-8 prochaines années, quelque part, avec de plus en plus d'enseignements, de plus en plus de choses à faire dans le jeu, mais un peu comme quand on va à l'école, d'une certaine façon, là où on apprend de plus en plus de choses au fur et à mesure. Donc le but, c'est que le jeu puisse accompagner justement l'enfant de ses 6 ans jusqu'à ses 25 ans, 40, 50, 60, 80 ans, avec des bibliothèques dans tous les sens, parce qu'on veut, mais en tout cas qui s'étoffe au fur et à mesure, plutôt que de faire d'autres projets, de continuer celui-là et de le faire grandir. À vous écouter, il n'y aura peut-être plus besoin d'aller à l'école, non? Alors l'école a une fonction extrêmement importante quand même, extrêmement importante, qui est une fonction sociale, qui est une fonction de guide avec un professeur qui va permettre de savoir où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut prendre le savoir. Je pense que cette fonction, elle sera toujours indispensable et que ça soit, et si on remplace les livres par les moyens numériques, ce qui est plutôt ça, peut-être l'idée. Et bien dans ce cas-là, il faudra aussi un guide et un professeur qui va aider à savoir dans quelle direction on va aller et qu'est-ce qui est mieux à utiliser. Je dirais que ce qu'on va plutôt faire, c'est du soutien scolaire dans un premier temps. Et effectivement, j'aimerais bien qu'on améliore et qu'on remplace le soutien scolaire, voire les devoirs à la maison. À terme, peut-être qu'à la place de dire, tiens, tu vas faire 4 heures tu vas noter 100 lignes de je n'embêterai pas mon professeur pendant les cours, et bien quelque part, il faudra simplement jouer à Powers pendant 1 heure pour faire des fractions en faisant de l'alchimie. Ah, avec des récompenses sous forme de certificat ou pas, par étape? Ça dépend, c'est une très très bonne question et c'est quelque chose d'assez complexe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez entendu parler de Pokémon Go. C'est Oui. un jeu là où tout le monde était très content de faire que ça faisait sortir les enfants dehors. Ce qui n'est pas vrai du tout, c'est-à-dire que ça les faisait sortir physiquement, mais virtuellement, ils étaient toujours devant leur écran avec leur téléphone portable, c'était une horreur totale. Et, mais d'une certaine façon, une récompense bassement matérielle ou virtuelle, quelque part, était capable de leur faire sortir et de leur faire prendre l'air et d'aller dans le jardin. Là, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'au départ, ce qu'on va avoir quand on fait des fractions, c'est effectivement des récompenses dans le jeu, bassement virtuelles. Mais on peut faire évoluer ça au fur et à mesure pour que l'enfant comprenne et accepte une récompense beaucoup plus noble, c'est qui est la récompense d'avoir réussi à faire quelque chose, d'avoir appris quelque chose, et effectivement des certificats, des diplômes, des choses qui pourraient être décernées par leur professeur directement, ou simplement le plaisir de voir la fierté des parents quand ils ont appris que les kiwis, il ne faut pas les faire venir en France parce que l'empreinte carbone n'est pas complètement dingue, par exemple. Dans un autre registre, donc je suis directeur général adjoint d'une école de management, directeur des programmes. Vous avez dit que vous avez évolué dans le monde de la tech. Vous venez donc de créer, je ne veux pas dire un ovni entre une edtech et le jeu vidéo. Quel serait le message que vous aimeriez passer aux étudiants? Alors c'est un message très particulier, mais j'ai pas spécialement de message à faire passer. Je voudrais juste dire que en fait, on peut facilement faire tout ce qu'on a envie. Et du moment qu'on le fait avec passion, c'est assez facile de s'ouvrir un nombre de possibilités. Il y avait un truc qu'on me dit à chaque fois, qu'on m'a toujours dit, c'est toutes les idées ont déjà été prises et tout a déjà été fait. Et, euh, et si c'est pas fait, ça veut dire que c'est pas une bonne idée ou que ça marche pas. Et c'est pas vrai du tout en fait. Ça fait la troisième chose que je fais qui n'a jamais existé avant et qui marche très très bien. En fait, on se rend compte que les gens font toujours souvent la même chose et que c'est assez facile de réfléchir simplement à comment on peut aider, comment on peut avoir un impact, comment on peut faire quelque chose de différent. Et c'est pas parce qu'on fait quelque chose de différent que c'est nécessairement mauvais ou que c'est pas parce que ça a jamais été fait qu'au contraire ça veut dire qu'il faut pas le faire. Donc je pense que il y a un univers de possibilités devant nous. On est dans une société qui se remet en question énormément, de plus en plus ces temps-ci. C'est le bon moment pour se remettre en question et réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Est-ce que vous embauchez? Bien sûr, on embauche tout le temps. On arrive au terme de l'entretien. Il y a un rituel lorsque je fais les interviews, c'est que la dernière question est posée par l'invité. Quelle est la question que vous aimeriez me poser? Qu'est-ce que vous pensez de l'écran et de l'éducation?
C'est tout le débat, c'est tout le débat à l'heure actuelle, et je pense que les deux, enfin comment, l'écran est complémentaire de la salle de classe. Après, c'est aux établissements d'organiser toute expérience étudiante, mais oui, les deux sont complémentaires. L'écran peut être un très bon moyen d'approfondir une notion quand je suis dans le bus, dans le train. Ça peut être également un élément de visualisation. Je suis un fan de géopolitique, et donc pour voir des cartes, des simulations, ça peut être également un bon moyen de communication. Donc voilà. Donc je crois que tout ça a été inventé, hein, mais encore une fois, non pas dans une idéologie en disant il faut forcément l'un parce que l'autre est absolument nul. Nous, au contraire, les deux sont complémentaires. Je suis assez d'accord. Merci beaucoup. Bah, écoutez, une formule originale. Et puis, bon vent à PowerZ et à toute son équipe. Et bien évidemment, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Jean-François.